Quand une fracture survient, disons un bras cassé par exemple, la situation est finalement assez apaisante d'un point de vue diagnostic. Ah oui, complètement, c'est l'approche mécanique par excellence. Ben oui, il y a cette radiographie, tu vois une belle ligne blanche bien nette sur fond noir, et le corps médical peut pointer l'image en disant «le problème est exactement ici». C'est ça. L'os est brisé, on le remet en place, on coule un plâtre et puis on attend que la soudure se fasse. Le contrat est vraiment clair. Sauf que bon, le corps humain est loin d'être une simple machine qu'on répare avec des pièces de rechange. Le confort de la radiographie, ça disparaît complètement dès qu'on s'aventure sur le terrain des traumatismes invisibles. Ouais, les blessures fantômes un peu. Exactement. Et c'est là que l'ingénierie laisse place à la neurologie, en fait, et que la réparation d'une blessure devient un véritable casse-tête. Et c'est un casse-tête quotidien de mon monde du sport, hein, particulièrement avec les blessures articulaires. Celles qui semblent guéries de l'extérieur, mais qui continuent de hanter les athlètes de l'intérieur. C'est carrément l'énigme centrale de notre analyse d'aujourd'hui. En gros, comment la rééducation purement physique d'une articulation peut-elle agir comme un remède à un traumatisme psychologique? Vaste programme. Ouais. Et pour comprendre ça, on va se pencher sur une recherche extrêmement rigoureuse qui a été publiée en 2024 dans le fameux Journal of Sport Science and Medicine. Une très belle publication. Ouais, alors je donne le titre complet, accroche-toi, c'est en anglais. C'est The Effect of Strength and Balance Training on Kinesiophobia, Ankle Instability, Function and Performance in Elite Adolescent Soccer Players with Functional Ankle Instability. Ça fait long. C'est clair. Et l'étude a été menée par les chercheurs Han-Soo Park, Ja-Keun-ho, Jun-Young Kim et Jin Ho-yoon. Alors derrière ce titre très académique se cache une question fondamentale sur la façon dont notre cerveau dialogue avec nos membres. Ouais. Et pour bien saisir l'enjeu, en fait, il faut d'abord regarder la réalité du terrain. L'entorse latérale de la cheville, c'est pas un événement anodin. C'est vraiment la blessure sportive par excellence. C'est si fréquent que ça. Ah ben, chez les jeunes joueurs de football, elle représente 1/5 de toutes les blessures recensées. Ça 20% des blessures. C'est massif pour une seule articulation quand même. Ouais, mais la littérature médicale souligne souvent que l'entorse initiale, c'est pas le vrai problème. Le tissu finit toujours par cicatriser, tu vois. Oui, la chair se répare. Voilà. Le véritable fléau, c'est ce qui se passe 6 mois, 1 an plus tard. Ces jeunes joueurs qui, sur un terrain parfaitement plat, sans aucun contact avec un adversaire, voient leur cheville se dérober soudainement. La fameuse cheville qui lâche toute seule. C'est ce qu'on appelle l'instabilité chronique de la cheville et plus spécifiquement dans cette étude, l'instabilité fonctionnelle, le fameux FAI en anglais. Ok, donc fonctionnel, ça veut dire quoi concrètement? Sur le plan anatomique, les ligaments ont fait leur travail de réparation. Si on fait une IRL, la cheville, elle semble solide. Tout est attaché. C'est ça. Mais sur le plan fonctionnel, la machine déraille complètement. Le corps présente des déficits proprioceptifs très marqués. Et la proprioception, juste pour qu'on soit bien clair. Oui, alors la proprioception, c'est un peu ce 6e sens qui permet au cerveau de savoir exactement où se trouve le pied dans l'espace sans avoir besoin de le regarder. D'accord, donc c'est un peu comme si le signal GPS entre la cheville et le système nerveux central était brouillé. Ah, j'aime beaucoup cette image. Le signal est brouillé, le contrôle postural est altéré et la réaction neuromusculaire arrive toujours une fraction de seconde trop tard pour empêcher la torsion. La cata, quoi. Ouais. Mais la composante la plus paralysante de cette instabilité fonctionnelle, celle qui intéresse vraiment les chercheurs coréens ici, elle n'est pas musculaire en fait. Elle est psychologique. Exactement. C'est la kinésiophobie. La kinésiophobie, la peur du mouvement. Franchement, c'est un concept qui mérite qu'on s'y attarde parce que il explique tellement de comportements d'évitement après un accident. Oui, c'est très courant. Pour reprendre mon analogie tout à l'heure, c'est un peu comme si le matériel, donc les ligaments et les muscles, avait été réparé par un technicien. Le tissu est intact. Oui, le hardware est bon. Voilà. Mais le logiciel dans le cerveau a gardé une sorte de virus de prudence extrême. Une petite ligne de code qui tourne en arrière-plan et qui crie danger à la moindre sollicitation de la cheville. Cette analogie informatique, elle illustre parfaitement le mécanisme de défense évolutive de notre cerveau. D'un point de vue de la survie, la douleur, c'est un professeur impitoyable, hein. On s'en souvient toute sa vie. Exactement. Une entorse, ça envoie un signal de détresse d'une intensité folle au système nerveux central. Le cerveau, il enregistre ce mouvement spécifique, disons la réception d'un saut avec le pied légèrement incliné. Ouais, aïe. Il l'enregistre comme une menace vitale. Donc même une fois la zone guérie, la simple anticipation de ce mouvement déclenche une réponse d'anxiété.
Le cerveau bloque la mécanique pour protéger le corps. Et le paradoxe tragique, en fait, c'est que cette protection devient la cause de la rechute. Ben oui, J'ai lu dans l'étude comment ces jeunes footballeurs modifient inconsciemment leur foulée par peur d'avoir mal. Ils refusent de mettre tout leur poids sur la jambe blessée lors d'un appui, et du coup ça désaxe complètement leur bassin et leurs genoux. tout à fait. Ironiquement, c'est cette mécanique corporelle corrompue par la peur qui augmente le risque de se tordre à nouveau la cheville. La boucle est bouclée. Le cercle vicieux est bien en place. Et c'est précisément pour casser ce cycle que l'étude a été conçue. Mais la difficulté pour les scientifiques, tu t'en doutes, c'est de mesurer l'invisible. Bah oui, on peut mesurer la circonférence d'un mollet avec un mètre ruban ou l'angle de flexion d'un pied. Voilà. Mais comment on chiffre une peur psychologique persistante ? C'est très complexe. Et c'est là que j'ai trouvé l'approche méthodologique super brillante, en fait. Plutôt que de se baser sur de simples ressentis subjectifs, genre comment tu te sens aujourd'hui, les chercheurs s'appuient sur des outils cliniques très spécifiques. Les fameux questionnaires validés. Oui, pour évaluer la kinésiophobie, ils utilisent l'échelle de Tampa, abrégée, TSK. Et c'est un outil psychométrique qui compte 17 questions, je crois. C'est bien ça. Et qui ne se contente pas de demander « avez-vous peur ?». Ça évalue vraiment l'anticipation de la blessure, les croyances liées à l'activité physique et à la douleur. Affirme cliniquement que le patient ne souffre pas seulement d'un déficit physique, mais d'un véritable blocage cognitif. D'accord. Et en parallèle, pour chiffrer l'instabilité ressentie de la cheville, l'équipe utilise l'outil d'instabilité de Cumberland, le CAIT. Le CAIT. Voilà. Ce questionnaire, il quantifie la fréquence à laquelle la cheville donne cette sensation de lâcher, en fait, dans les activités quotidiennes et sportives. Ok. Ces deux métriques, elles ont permis d'établir une ligne de départ très claire pour les 51 joueurs retenus pour l'expérience. 51 joueurs. Et tous des garçons, des adolescents entre 13 et 18 ans. Franchement, ce choix démographique, je trouve particulièrement astucieux. Pourquoi tu dis ça ? À cet âge, le système neuromusculaire est en plein développement. La plasticité cérébrale est immense. Mais en même temps, la pression des performances sportives commence déjà à ressembler à celle des pros. Ah oui, ce sont des athlètes d'élite, hein. Leur carrière potentielle est vraiment en jeu. Résoudre leur instabilité fonctionnelle, c'est pas une question de confort pour le footing du dimanche. Non, c'est une urgence. C'est une urgence sportive absolue. Donc l'équipe de recherche a divisé cette cohorte en 3 groupes stricts pour observer l'effet de 2 philosophies de rééducation totalement différentes. L'objectif ultime, c'était de voir quelle méthode parviendrait à effacer la peur du mouvement. Alors, parlons de ces protocoles, parce que c'est le cœur du sujet. Le premier groupe a été assigné à un protocole basé sur la force. C'est de l'approche classique, non ? Oui, la réponse mécanique par excellence. L'idée de base est super simple. Si l'articulation est instable, construisons une armure de muscles autour d'elle. L'approche armure. Donc pendant 6 semaines, à raison de 3 fois par semaine, ces jeunes n'ont travaillé avec des bandes élastiques, tu sais, les Théraben de résistance croissante. Vert, bleu, noir pour finir. C'est ça. Ils faisaient des mouvements dans toutes les directions possibles pour hyper solliciter les muscles de la cheville et du mollet. Et des élévations de talons sur une jambe aussi. Et il y a une véritable logique biomécanique derrière tout ça. La musculation isotonique, elle vise à augmenter le couple de force. Le couple de force. Oui, c'est-à-dire la capacité du muscle à se contracter puissamment pour stabiliser l'os. En gros, si le pied part soudainement dans une mauvaise direction, un muscle fort aura la puissance nécessaire pour le rattraper in extremis. C'est logique. Mais de l'autre côté, le deuxième groupe, lui, a suivi un protocole diamétralement opposé basé sur l'équilibre. Totalement différent, oui. Pas de charge lourde, pas d'élastique épaisse, pas de recherche de puissance brute. On parle de sessions de 8 minutes, je crois seulement, sur des planches de proprioception. Tu sais, ces petits plateaux instables qui basculent au moindre mouvement. Oui, la planche d'équilibre. En fait, l'entraînement de l'équilibre, c'est une rééducation qui cible davantage le système nerveux que le muscle lui-même. Au lieu de construire une armure, comme tu disais, on affine les capteurs de l'articulation. D'accord. Donc les joueurs devaient maintenir des postures sur une seule jambe, effectuer des squats légers ou simuler des mouvements de football, tout en gérant l'instabilité permanente de la surface. Il y a un détail dans l'étude qui change absolument tout dans ce protocole, c'est l'introduction de la privation sensorielle. Ah oui, ça c'est fascinant. Dès la 2e semaine, les chercheurs ont exigé que les exercices d'équilibre soient réalisés les yeux fermés. C'est un niveau au-dessus. Mais pourquoi imposer une telle difficulté à des chevilles qui sont déjà super fragiles ? En fait, c'est parce que la vision est une béquille monumentale pour notre équilibre.
Quand les capteurs internes d'une articulation sont endommagés par une entorse, le cerveau il compense instinctivement en utilisant les yeux. Il triche un peu? Il triche beaucoup, oui. Il regarde le sol, il fixe l'horizon pour essayer de déduire la position du corps dans l'espace. D'accord. Et en forçant ces athlètes à fermer les yeux sur une planche instable, on coupe littéralement le flux d'informations visuelles. Le système nerveux central se retrouve dans le noir total. Il est aveugle, donc il n'a pas d'autre choix que d'écouter la cheville. C'est le principe même. Le cerveau est obligé de rétablir la communication avec les mécanorécepteurs de l'articulation. C'est un stress neurologique intense sur le moment, mais c'est la seule façon de forcer le recalibrage de ce fameux signal GPS dont on parlait. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler du rôle du troisième groupe, le groupe contrôle. Parce que souvent, la présence d'un groupe contrôle, ça soulève des questions un peu éthiques ou pratiques. C'est vrai. Laisser un tiers des participants sans traitement pendant 1 mois et demi, ça semble hyper contre-productif. Ne risquait-il pas de voir leur état empirer? Ou à l'inverse, est-ce que l'attention très spécifique portée aux deux groupes actifs, ça crée pas un simple effet placebo par excès de soins? Alors, la conception de cet essai contrôlé randomisé évite ce piège de manière très élégante. Le groupe contrôle n'était pas du tout mis au repos forcé. Ah d'accord, ils bougeaient quand même. Oui, ces adolescents y faisaient partie de la même structure d'élite et ils continuaient exactement le même entraînement de football quotidien que leurs camarades, avec la même intensité et les mêmes matchs le week-end. Donc ils étaient actifs. Totalement. La seule et unique différence, c'est qu'ils ne participaient pas aux minutes de protocole spécifiques avant l'entraînement régulier. C'est tout. Le cadre est donc parfaitement verrouillé. Les chercheurs ont vraiment pu isoler la variable de l'intervention ciblée. Sans le moindre doute. Donc après 6 semaines de ce régime, les 51 joueurs sont retournés au labo pour une grosse batterie de tests physiques et psychologiques. Et les données qui en ressortent détruisent une idée reçue super tenace dans le milieu de la rééducation sportive. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que les résultats purement physiques, en fait, ils auraient pu donner raison à l'approche classique. L'approche force. Voilà. L'étude montre que l'entraînement en force et l'entraînement en équilibre fonctionnent tous les deux extrêmement bien sur le plan musculaire. Le dynamomètre, tu sais, le K-push, a confirmé des gains substantiels de puissance de la cheville dans les deux groupes actifs. Ouais, et la performance athlétique a suivi exactement la même courbe. Lors des tests sur le terrain, courir en formant un grand 8 à pleine vitesse ou sauter latéralement de part et d'autre d'une ligne de 30 cm le plus rapidement possible. Des tests très exigeants, hein. Très exigeant, oui. Eh bien, les joueurs des groupes force et équilibre ont littéralement pulvérisé leur chrono de départ. Ils étaient beaucoup plus stables mécaniquement et super explosifs. Donc si l'objectif unique de la rééducation, c'était simplement de rendre la cheville plus forte et l'athlète plus rapide, la conclusion scientifique, elle s'arrêterait ici. On dirait faites les deux et puis voilà. C'est ça. La prescription serait super simple, faites de la musculation ou de la planche d'équilibre, le résultat mécanique sera au rendez-vous de toute façon. Oui, mais le véritable enjeu, le cœur de cette recherche, c'était le traitement du virus cognitif. C'était la fameuse kinésiophobie. Et oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est en évaluant cette peur du mouvement que les chercheurs ont observé une asymétrie flagrante entre les groupes. Une grosse divergence. Exactement. Les scores du questionnaire de Tumpa, le TSK, ont révélé un truc majeur. Le groupe qui a passé 6 semaines à renforcer l'articulation, à épaissir le muscle en tirant sur des élastiques, a terminé le programme avec des chevilles redoutablement fortes. Mais avec une peur du mouvement toujours ancrée. La baisse de l'anxiété liée à l'instabilité était vraiment minime. L'armure était super solide, mais le soldat à l'intérieur était toujours terrifié en fait. C'est une super image et c'est un constat clinique très fort. Augmenter la force de contraction d'un muscle, ça ne suffit pas à convaincre le système nerveux central qu'il est en sécurité. Le cerveau sait pertinemment que la force brute ne garantit pas du tout la précision du mouvement. C'est logique. Mais en revanche, pour le groupe qui a travaillé l'équilibre, souvent les yeux fermés, on le rappelle, la transformation psychologique était drastique. Les scores de kinésiophobie ont chuté de manière vertigineuse. Le blocage mental a été levé. Mais la question qui se pose naturellement quand on lit ça, c'est comment un exercice de 8 minutes sur une planche instable réussit-il à accomplir ce qu'un renforcement musculaire ciblé n'arrive pas à faire? Quel est le lien caché en fait entre se tenir sur un pied et ne plus avoir peur? Alors, l'explication, elle se trouve sous les pieds des athlètes, sur un instrument de mesure qu'on appelle la plateforme de force. D'accord. C'est un outil analytique hyper précis qui enregistre le centre de pression d'une personne qui tente de rester immobile.
Imaginons qu'on se tienne debout sur une jambe. On a l'impression d'être statique, tu vois. De pas bouger, ouais. Voilà. Mais en réalité, nos muscles font des centaines de micro-contractions par seconde pour corriger les tout petits déséquilibres et nous empêcher de tomber. Et ces micro-corrections, elles tracent une sorte de dessin invisible au sol, c'est ça, Tévis? C'est exactement ça. Et ce tracé continu, ça forme ce que les biomécaniciens appellent une ellipse. Une ellipse, ok. Chez une personne qui souffre d'instabilité fonctionnelle, le corps cherche constamment son point d'équilibre sans le trouver. Les muscles tirent un peu trop à gauche, puis ils surcompensent trop à droite. Du coup, l'ellipse tracée par le centre de pression, elle est vaste, elle est erratique. Et neurologiquement parlant, comment le cerveau interprète-t-il ce grand tracé un peu chaotique? Mais comme un vacillement hyper dangereux. La grande ellipse, elle envoie un flot ininterrompu d'alerte au cerveau via les nerfs de la cheville. Le signal dit alarme rouge. C'est ça. Le signal dit « la fondation est instable, nous risquons la chute à chaque milliseconde ». C'est ce signal de chaos constant qui nourrit la kinésiophobie. Le cerveau, il maintient un état de vigilance extrême car il sent bien que le corps ne maîtrise pas sa base. L'anxiété est donc une réponse parfaitement logique à un signal de chaos proprioceptif. Tout à fait. Mais regardons ce qui s'est passé avec le groupe Équilibre. Après 6 semaines de recalibrage en forçant le système nerveux à écouter la cheville sans l'aide de la vision, la taille de leur ellipse sur la plateforme de force a considérablement diminué. Elle a rétréci. Oui, le tracé est devenu minuscule, extrêmement concentré. Le vacillement a disparu. Les micro-ajustements sont devenus si précis, si rapides, que le corps a en quelque sorte trouvé une forme de silence moteur. Un silence qui change tout, oui. Lorsque le centre de pression est parfaitement maîtrisé, le signal qui est envoyé au système nerveux central devient super rassurant. Il dit « on a le contrôle total de notre positionnement dans l'espace Ah ouais. ». Et face à cette certitude biomécanique, le cerveau désactive l'alarme tout simplement. L'anxiété d'anticipation s'étend d'elle-même, la kinésiophobie disparaît, non pas parce que le joueur a décidé d'être courageux un matin. Oui, c'est pas de la volonté. Non, c'est parce que son système nerveux a reçu la preuve physique incontestable qu'il est en sécurité. Cette démonstration de Park et de son équipe, elle relie les points d'une manière assez rare, je trouve, dans la littérature médicale. Oh oui. L'analyse statistique le confirme d'ailleurs avec beaucoup de force. L'étude montre une corrélation directe, un R de moins 0,289, si on veut être précis, entre la réduction de la sévérité de l'instabilité ressentie, donc le score CAIT, et la chute des scores de peur. C'est mathématique. Le moment précis où le pied arrête de vaciller sur le plan physique, c'est le moment exact où l'esprit cesse d'avoir peur. C'est la validation brillante d'une médecine qui comprend l'être humain dans sa globalité neuromécanique, tu vois. Et pas seulement comme un squelette articulé. En tout cas, l'impact de cette conclusion, pour moi, ça dépasse largement les murs d'une clinique de médecine sportive ou les pelouses des centres de formation de football. Clairement. Cette étude, elle nous oblige vraiment à repenser la façon dont on traite toutes les blessures qui impliquent un mouvement de la vie courante. Renforcer les muscles est indispensable, oui, mais tant que la connexion proprioceptive n'est pas restaurée, le pont de confiance entre le corps et l'esprit, lui, il reste brisé. Et ce pont confiance, c'est vraiment l'essence même de notre mobilité. Le corps humain ne donne l'autorisation de bouger librement, sans restriction ni compensation, que s'il se sent fondamentalement ancré. Ancré, ouais. Ancré et en sécurité dans son environnement gravitationnel. L'entraînement de l'équilibre, c'est le langage secret en fait qui permet de rassurer ce système d'alarme archaïque qui est enfoui dans notre neurologie. Ce concept d'ancrage, c'est fou, ça nous mène vers une piste de réflexion, je dirais, presque philosophique ou existentielle même. Comment ça, Ève ? Si un exercice physique pur, axé sur la perception de l'équilibre, sur une petite planche de bois, a le pouvoir de reprogrammer les circuits neuronaux pour effacer une peur solidement ancrée, ça soulève une question hyper fascinante sur notre propre état de stress quotidien. Ah, c'est une hypothèse très très pertinente. Dans notre mode de vie moderne, l'attention humaine, elle est majoritairement extériorisée. Toujours vers dehors, oui. Elle est happée par les écrans, par les tâches cognitives abstraites. On passe nos journées déconnectées des signaux mécaniques et sensoriels de notre propre corps. On est assis, quoi. Voilà, le système proprioceptif est complètement mis en sourdine. Donc si cette déconnexion physique empêche le système nerveux de ressentir cet ancrage fondamental dont on parlait, dans quelle mesure notre anxiété générale, ce stress chronique qui caractérise un peu notre époque, tu vois, pourrait-il être aggravé par ce simple manque de présence physique terrestre ?
C'est une super question. Si le cerveau panique au point de créer une phobie quand la cheville vacille sur une plateforme, peut-être qu'une grande partie de notre anxiété mentale aujourd'hui provient simplement du fait que notre système nerveux ne ressent plus assez le sol sous nos pieds pour se sentir en sécurité. L'idée que la stabilité psychologique puisse commencer très littéralement par une meilleure fondation proprioceptive et par la rééducation de notre perception spatiale, c'est une perspective que les neurosciences comportementales commencent à peine à explorer en fait. Mais c'est le corps qui ancre l'esprit et c'est indéniable. L'équilibre physique comme point de départ de l'apaisement mental, franchement, c'est une notion super puissante à garder en tête lors de notre prochaine activité sportive ou même simplement en marchant dans la rue. Absolument. Comprendre comment notre biologie gère la peur, ça offre vraiment une lecture nouvelle sur nos propres blocages. En tout cas, pour saisir toute la complexité des protocoles, examiner la méthodologie exacte des chercheurs et puis analyser les tableaux de données comparatives entre les différentes interventions, la lecture directe de la publication scientifique est incontournable. Surtout la section détaillant les variations des scores de l'échelle de Tampa au fil des semaines. C'est une vraie mine d'informations pour les professionnels de la santé ou de l'entraînement sportif. Il est donc vivement recommandé de se plonger dans les travaux originaux de Park Oh, Kim et Yoon. Je redonne le titre « The Effect of Strength and Balance Training on Kinesiophobia, Ankle Instability, Function and Performance in Elite Adolescent Soccer Players with Functional Ankle Instability ». Et ça a été publié dans l'édition 2024 du Journal of Sports Science and Medicine. Une lecture que je conseille à 100%. Bien sûr, s'abonner à la chaîne et activer les notifications, ça reste le moyen le plus simple et le plus sûr de s'assurer que ces décryptages scientifiques arrivent directement à destination sans manquer aucune des futures explorations analytiques. Et il y en aura plein d'autres. En définitive, repenser à l'analogie de départ sur la radiographie, ça prend vraiment tout son sens maintenant. Oui, la ligne blanche sur fond noir. Voilà. L'image rassurante d'un os brisé, ce n'est vraiment que la surface des choses. La véritable guérison, elle se joue dans les profondeurs invisibles du corps humain. Dans le système nerveux. Ouais. Dans ce dialogue continu, où une articulation apprend doucement à retrouver son centre de gravité pour enfin convaincre le cerveau qu'il est grand temps d'avancer sans peur. À la prochaine analyse.